parmi toutes ces informations que tous les soirs on essaye de vous fournir, on essaye de faire l'inverse de tous les médias habituels qui, eux, ne font que de la propagande d'État. On va au contraire essayer d'être le plus juste que possible, pas systématiquement de prendre le pour ou le contre, mais simplement d'analyser les choses avec une équipe qui travaille très sérieusement là-dessus, avec des vrais experts, et donc d'essayer de voir clairement quelle est la situation des personnages qui aujourd'hui jouent un rôle majeur dans les opérations de manipulation de population, dans les opérations de vaccins, dans les opérations de manipulation des organes internationaux. Et donc, je laisse maintenant la parole à Samuel qui dirige cette équipe et qui a préparé donc une enquête, une investigation un peu plus profonde que ce qu'on voit habituellement sur les réseaux à propos de ce monsieur qui s'appelle Bill Gates. À vous, Samuel. Merci Eric. Bonsoir tout le monde. En effet, ce soir, nous allons démasquer un peu Bill Gates, un personnage qu'on voit un peu partout en ce moment. Donc, cette recherche vient un peu du fait que toutes les recherches qu'on a commencé à faire avec notre groupe de recherche, chaque fois qu'on investiguait des plans sur le vaccin, qu'on investiguait l'OMS, qu'on cherchait des informations, en fait, tout remontait toujours à ce fameux monsieur Bill Gates. Et du coup, on s'est dit, peut-être en fait plutôt faire une recherche sur lui, ça sera plus simple de voir en fait l'ampleur de son réseau et dans tous les différentes entreprises et secteurs privés, publics dans lesquels il est mis et dans lesquels il donne généreusement, entre guillemets, son argent. Donc voilà, je ne vais pas beaucoup parler de Microsoft et on va dire, de sa carrière avec Windows Microsoft Corporation. Je vais faire on va survoler un petit peu sa jeunesse et Microsoft, mais on va tout de suite entrer plutôt dans ce qui est la fondation de Bill et Melinda Gates, parce que on trouvait que c'était un sujet un peu plus pertinent. Donc voilà, on va commencer donc le sujet. Alors, Bill Gates. Donc voilà, il s'appelle William Henry Gates, on l'appelle Bill Gates. Il est né le 28 octobre 1955 à Seattle de William Henry Gates. Donc voilà, son père était un avocat américain dans le domaine des affaires, de l'humanisme international, et il est aussi cofondateur d'un des 100 plus importants et prestigieux cabinets d'avocats aux États-Unis. Philanthrope également. Et humaniste. Il était membre aussi de l'American Academy of Art and Science, donc l'Académie des arts et sciences américaine, et coprésident de la fondation Bill and Melinda Gates, fondée par son fils et sa belle-fille Melinda l'an 2000. Sa mère, Mary Maxwell Gates, était une éminente femme d'affaires de Seattle, et Madame Gates a été directrice de plusieurs sociétés. Donc à cette époque aussi, c'était une des femmes qui ont eu des postes de responsabilité très très hauts pour l'époque. Donc c'est vraiment une femme qui a percé aussi en tant que... Voilà, on voyait pas beaucoup de femmes dans le réseau entreprise, chef d'entreprise, voilà, hélas. Bon. Donc elle était donc là aussi, elle était directrice de la First Interstate Bancorp, la US West Inc. et Kiro TV de Seattle. Elle a notamment, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle a notamment aidé son fils, donc Bill, à obtenir le contrat qui a conduit à une relation lucrative avec IBM pour Microsoft à l'époque. Voilà. Et donc la grande percée de Microsoft, célèbre pour avoir conclu un accord pour fournir des logiciels à IBM. Donc ça a été aidé donc par sa maman, qui l'a beaucoup aidé parce qu'elle connaissait le directeur à l'époque de IBM, Monsieur Opel, qui donc la maman Mary Maxwell a demandé de l'aide à ce directeur pour voir si son fils pourrait éventuellement donner un coup de main pour faire tout ça. Alors Microsoft a eu la chance de travailler avec Big Blue grâce à la relation de sa mère et avec le PDG d'IBM, comme je vous disais, John Opel. Mary Maxwell Gates a établi une relation avec John Opel, le PDG d'IBM, et qui a également siégé au conseil d'administration de Centraide.
Opel a mentionné Gates à certains de ses collègues cadres d'IBM, dont selon certains témoignages, et la société a décidé de tenter sa chance avec Microsoft. IBM a donc engagé Microsoft pour construire un système d'exploitation pour son premier ordinateur personnel. À l'époque, Microsoft était une toute petite entreprise de logiciels, et le système d'exploitation Microsoft Disk Operating System, donc vous connaissez pour la plupart MS-DOS, a été le premier succès de Microsoft selon le New York Times. Après, bon, c'est vrai que tous ceux qui sont profondément dans l'informatique connaissent tous MS-DOS. Donc, une petite image pour illustrer ça, ne fait pas de mal. Donc voilà, ici on a Monsieur Gates plongé dans son univers. Alors aussi, il y a une interview très intéressante de la part de Goran Milic à Edward Andrus, qui était aussi un des grands cadres d'IBM à l'époque. Et en fait, lui, il avait un point de vue sur Bill Gates qui était bien intéressant, parce qu'il disait « Je ne vois pas Bill Gates comme une personne géniale et créative ». Parce que aussi, c'est vrai que tout le culte qu'il y a eu autour de Gates, en disant que c'était un génie, qu'il y a des plateaux de télévision qui l'ont interviewé en lui disant « Voilà, vous êtes un génie, comment vous avez fait » et tout ça. Mais lui, ce monsieur, donc Edward Andrus, lui, il voyait plutôt Bill Gates comme un opportuniste. Et en fait, à cette époque, il y avait beaucoup de partage de code logiciel. À la Silicon Valley, notamment, c'était un fait et très normal de partager les codes. Aujourd'hui, on appelle ça open source. Voilà, c'était vraiment donc on partageait tous les codes. Et en fait, Bill Gates, lui, il est arrivé et il a essayé de tout contrôler et de mettre un prix dessus. Donc, on sait que les historiens de l'informatique savent depuis longtemps que la base de ce qui est devenu MS-DOS n'était pas la brillante imagination de Bill Gates, mais en fait, c'était un système qui s'appelait QDOS. Et ça vient de l'anglais de Quick and Dirty Operating System. Et ça veut dire système d'exploitation rapide et sale. Donc en fait, c'était juste un système d'exploitation qui avait été mis en place par monsieur Tim Patterson, un employé de Seattle Computer Products, comme un substitut jusqu'à ce qu'il puisse vendre un système d'exploitation correct, bien fini, quoi. Et comme Bill Gates a lui-même admis, l'interface graphique révolutionnaire qui est devenue la base de Windows a été arrachée aux chercheurs de Xerox Palo Alto. Alors voilà, Monsieur Gates a vu une grande opportunité, et voilà, c'était un homme d'affaires. Il faut savoir de la famille dans laquelle il a grandi. Il était prêt à tout ça, donc ce n'était pas. Il savait très bien ce qu'il faisait. Donc maintenant, on va passer une autre image qui est celle-ci. Donc voilà, après, le 19 octobre 1998, il y a eu un procès contre la firme Microsoft de Bill Gates. Donc il avait été accusé de situation de monopole. Et tous les journaux du monde, en fait, ont écrit à ce sujet, parce qu'à l'époque, en fait, c'était vraiment pas fréquent aux États-Unis de voir en quelque sorte une personne, une entreprise qui en quelque sorte était un peu le symbole du rêve américain réalisé, quoi. Donc on en a parlé dans tous les médias. Il faut savoir aussi que le procès a été transmis en direct par la plupart des chaînes aux États-Unis, et tout le monde aux États-Unis en fait a vu à Monsieur Gates défendre Microsoft et des accusations mises en place contre lui. Et en fait, selon le correspondant à New York du journal Libération, dans un article paru le 8 novembre 1999, il disait que de par son attitude envers Netscape, IBM, Compaq, Intel et quelques-uns d'autres, Microsoft a prouvé qu'il utilisera son pouvoir immense au sein du marché et ses énormes profits afin de faire du tort à toute compagnie qui persiste à mener des initiatives pouvant intensifier la compétition envers l'un des produits vedettes de Microsoft. Donc ça, ce sont les paroles du juge Jackson qui menait le cas aux États-Unis. Donc c'était un document de 207 pages dans lequel il est notamment décrit que comment Microsoft, profitant pleinement de sa situation de monopole, vendait à prix fort son logiciel d'exploitation Windows
ou menait la vie dure à tous les fabricants de PC qui refusaient de lier Windows à Explorer, son logiciel de navigation sur Internet. Donc la victoire est donc totale pour le gouvernement fédéral qui avait initié le procès contre Microsoft le 19 octobre 1998 en arguant que la firme usait illégalement de son pouvoir en contraignant les utilisateurs de Windows à recourir à Explorer pour déambuler sur le net. Donc, en fait, la société Microsoft, basiquement, elle avait violé les lois antitrust du pays par un comportement prédateur et anticoncurrentiel et a gardé un pouce oppressif sur l'échelle de la fortune concurrentielle, a déclaré le juge fédéral. Donc, voilà, il y a aussi des articles sur le New York Times quand on parle, qui ont paru l'an 2000. Donc, voilà, à partir de ce moment, en 98, donc, il prend vraiment un grand revers. Donc, on voit très bien comment M. Gates a quelque sorte a conduit son entreprise et qu'est-ce qui l'a amené à que presque 8 ou 7 ordinateurs sur 10 et le système opératif Windows avec son logiciel de Explorer pour faire des recherches sur Internet. Parce qu'en fait, avant, c'était Netscape. Et du coup, c'est là où vient un peu tout ce procès. C'était le procès avec Netscape et notamment d'autres fabricants et designers de moteurs de recherche ou de systèmes opératifs. Alors, avant le procès contre Microsoft, Bill Gates, en fait, était considéré, comme je disais tout à l'heure, une réalisation un peu du rêve américain. Mais la transmission du direct, en fait, a vraiment cassé son image. Mais en fait, il ne faut pas croire qu'il ne s'y attendait pas et que ça lui a pris du revers. En fait, il était déjà prêt à ça. Il savait qu'il allait, lui et son entreprise, Microsoft, allaient en souffrir un peu les conséquences. Du coup, ça a quand même largement contribué au changement d'opinion sur le culte autour du personnage Gates. Et en 1998, l'année même où le ministère américain de la Justice a intenté un procès d'antitrust contre Microsoft Corporation, Bill et Melinda, en fait, ils avaient déjà engagé 100 millions de dollars pour créer le programme Bill and Melinda Gates pour la vaccination des enfants. L'un des objectifs de ce programme était d'établir un consensus international sur les recommandations d'utilisation des vaccins. Des efforts seront faits, donc je cite M. Gates, des efforts seront faits pour soutenir les conférences internationales ainsi que l'élaboration et la diffusion de déclarations de consensus international et de recommandations solides pour l'utilisation de nouveaux vaccins. Alors là, on voit très clairement qu'il l'a vraiment préparé. Il savait qu'il allait prendre un gros revers. Voilà, il avait déjà aussi préparé sa com parce que l'an 2000, quand il lance la fondation Bill and Melinda Gates, en fait, en 2 ans, il a réussi à changer complètement l'opinion publique à travers les médias, à travers les journaux. Il a vraiment su en fait reconquérir le cœur et la poche des Américains et des entreprises américaines. Et donc maintenant, je vais vous parler un peu plus en détail de la fondation de Bill and Melinda Gates. Et la fondation de Bill and Melinda Gates, donc comme je commentais tout à l'heure, a été créée en 2020 par le fondateur de Microsoft et son épouse Melinda. La fondation est basée à Seattle, Washington. Et aujourd'hui, la fondation Gates, et même à l'époque, c'était la plus grande fondation philanthropique au monde, avec une masse salariale de plus de 1400 employés et un fonds de 43,5 milliards de dollars qui verse des subventions de plus de 3 milliards de dollars par an pour faire avancer ses objectifs de la Fondation en matière de réforme des systèmes éducatifs, comme l'institution d'un programme d'études de base commun dans toutes les écoles américaines et le financement d'initiatives de santé publique, principalement les programmes de vaccination mondiaux. L'un des principaux objectifs de la Fondation Gates est de veiller à ce que chaque enfant dans le monde soit vacciné. Je vais mettre une autre image pour bien... Voilà. Excusez-moi. Donc, l'homme d'affaires aussi, alors au départ, en fait, ils n'étaient que 2 administrateurs. Donc, c'était Bill and Melinda Gates. Et du coup, l'homme d'affaires que j'imagine que vous connaissez tous, qui s'appelle Warren Buffett, qui avait fait fortune en prenant contrôle d'une société textile et
il a fait une fortune c'était en Hathaway Inc., ça s'appelle cette société. C'était en 1965 et il a amassé une fortune personnelle de plus de 60 milliards de dollars. Et en fait, il avait fait une promesse à Bill Gates de voilà, je vais donner à la fondation la moitié de ma fortune. Et donc là, c'est une photo actuelle quand ils ont. Donc en fait, ce que a fait Warren Buffett, c'est qu'il a offert des actions d'une bonne entreprise pour une valeur d'en fait de 30 milliards de dollars. Donc en fait, on n'est pas en train de jouer des petits chiffres là. Hein. On n'est pas en train de parler de oui, alors j'ai donné 10 000 euros ou 100 000 dollars ou enfin bref. Là, on parle vraiment de chiffres que voilà, on a là, on joue gros, là. En fait, là, on joue vraiment très, très gros. L'influence, après, c'est que l'influence mondiale croissante de la fondation de Bill and Melinda Gates n'est pas soumise aussi à un contrôle démocratique, contrairement au gouvernement. Et du coup, c'est vrai que ça pose un petit problème parce que les gouvernements qui sont officiellement responsables devant leur électorat, en fait, théoriquement, la fondation de Bill and Melinda Gates est une fondation américaine privée et n'a pas de compte à rendre aux organismes publics, sauf pour les déclarations fiscales. Mais là aussi, c'est un jeu de déduction fiscale énorme à travers les fondations, à travers les investissements. Et voilà. Donc, et pire encore, c'est que la fondation Bill and Melinda Gates semble avoir acheté le silence des universitaires, des ONG et des médias qui autrement pourraient être amenés à critiquer certains aspects du travail de la fondation. Alors là, j'ai trouvé une photo qui a circulé sur Internet. Donc, j'ai moi-même aussi vérifié la véracité de ce que je vais vous montrer parce que je voulais pas montrer de. Enfin, je voulais être quand même le plus transparent possible parce que c'est vrai que c'est très facile de montrer plein de choses qui ne sont pas du tout cohérentes ou qui n'ont. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur Internet, notamment sur Bill Gates. En fait, il y a beaucoup de fake news parce qu'il y a beaucoup de gens qui le détestent, hein, c'est sûr. C'est vrai que plus on se documente, plus on voit que c'est pas très net en fait l'affaire. Et là, on va rentrer plus en détail. Donc là, je vais vous parler un peu des investissements qu'il a fait, où il investit, combien d'argent il met où, et voilà. Et vous-même, je pense, arriverez à une conclusion où vous pourrez faire vous-même votre idée. Alors, je vais juste parler un petit peu du système de financement de la fondation de Bill and Melinda Gates. Alors, à la fondation, en fait, est adossé un trust. Le trust, les Américains, ils utilisent ce nom pour dire, en fait, c'est un fonds d'investissement. Ce dernier, en fait, place de l'argent et ce ne sont que les dividendes de ces placements qui alimentent la fondation. Mais jusque-là, tout va bien, parce que si c'est pour améliorer la qualité de vie, pour emmener vraiment les gens à s'élever dans la santé, dans la liberté et dans tout ça, pour moi, il n'y a pas de souci que une fondation voilà, veulent placer de l'argent pour en faire des dividendes et les répartir aux gens qui en ont le plus besoin. Mais selon Lionel Astruc, écrivain et journaliste expert de la transition écologique, qui est notamment l'auteur du livre L'art de la fausse générosité. C'est un livre qui parle sur la fondation de Bill and Melinda Gates. Je le cite, sa fondation intervient directement dans le secteur privé. Au Malawi, elle pousse les agrodistributeurs à utiliser des produits phytosanitaires fabriqués par Monsanto. Il y a une vraie forme de collusion et de conflit d'intérêts. La fondation figure à la 5e place des plus gros financements pour l'agriculture dans les pays en développement. La fondation a plus de budget que bien des États. Bill Gates maîtrise l'art de transformer cette pseudo-générosité en pouvoir pour alimenter un système qui le porte, lui, en haut de cette pyramide. Voilà, donc il dit aussi que ce fonds de dotation alimente les fléaux contre lesquels prétend lutter la fondation, affirme Lionel Astruc. Industrie de l'armement, donc notamment c'est une entreprise qui s'appelle BAE System, qui est une entreprise britannique qui d'ailleurs a délocalisé son entreprise et qui l'a localisée aux États-Unis parce que le marché, voilà. Il y a aussi du coup
la malbouffe, donc on retrouve McDonald's, on retrouve Pepsi Co, on retrouve Coca-Cola, on retrouve Monsanto, on trouve les industries d'extraction minière, le pétrole. Donc on est très loin, on pourrait dire, de l'intérêt général, parce que pour un philanthrope qui peut-être prétend améliorer la vie et la qualité sanitaire et de tout le monde, est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on a vraiment besoin du coup d'investir dans des pays, dans des entreprises qui contaminent autant? Le Trust de Fondation investit dans 35 des 200 sociétés qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Voilà, donc ça, on va dire, c'est un peu la manière que fonctionne sa fondation. Donc, sa fondation est adossée à un trust qui investit de l'argent dans des grandes entreprises et les dividendes sont pompés, on va dire, sont injectés dans la fondation. Et la fondation, à son tour, fait des investissements et des donations dans divers organismes, que ce soit privés ou publics. Actuellement, la fondation Bill and Melinda Gates est la plus grande. Alors, j'ai ça ici, voilà, excusez-moi. Actuellement, donc, la fondation Bill and Melinda Gates est le plus grand bailleur de fonds non étatiques de l'OMS, ayant donné plus de 4,3 milliards de dollars en subventions à l'Agence internationale de santé depuis 1998 et est le deuxième bailleur de fonds de l'OMS dans son ensemble, après le gouvernement américain. Alors, là, ce qu'il faut savoir, c'est que y a une petite anecdote, c'est que le 14 avril de cette année 2020, le président Trump avait congelé les fonds destinés à l'OMS, ce qui avait tout de suite fait réagir M. Gates. Et postérieurement, dans un communiqué du 18 mai, dirigé à M. Tedros Adhanom Ghebreyesus, donc c'est le directeur général de l'OMS, Trump déclare « Il est clair que les faux pas répétés de votre part et celles de votre organisation dans les réponses de la pandémie ont été extrêmement coûteux pour le monde. C'est pourquoi il est mon devoir, en tant que président des États-Unis, de vous informer que si l'OMS n'engage pas à apporter des améliorations substantielles majeures dans les 30 prochains jours, je rendrai permanent la congélation temporaire du financement de l'OMS par les États-Unis et reconsidérerai notre adhésion à l'organisation. » Alors, on pourrait voir un peu cette information de deux manières. On pourrait se dire, waouh, en fait, il y a quelqu'un qui ose un peu contrer Bill Gates, mais en fait, vu les sous et le financement qu'ils ont, alors c'est vrai que les États-Unis quand même, alors donnaient beaucoup d'argent à l'OMS, mais maintenant on voit très clairement que bon, sans les sous des États-Unis, voilà. Hélas, hein, c'est mon opinion en ayant regardé les chiffres un peu. Je pense pas que ça va faire une grosse différence. Je pense pas que ça va faire une grosse différence. Donc voilà, pour ce côté-là. Donc après, voilà, il y a les grands médias qui sont sous influence. Et là, du coup, ça, c'est vraiment Alors, est-ce que c'est ça? Donc, les grands médias sont sous influence. Donc, je me suis trompé là sur l'image que j'ai mis. Moi, c'était celle de l'OMS que je voulais mettre tout à l'heure. J'ai aussi les originaux enfin, les originaux. J'ai des copies de la déclaration de Trump, qui est un courrier de 4 pages, en fait, qu'il a adressé, du coup, à l'administration qui est le document que je vais vous mettre en écran tout de suite. Donc voilà. Donc voilà, ici, là, vous avez les derniers, la déclaration que fait M. Trump à l'OMS en demandant de tout de suite prendre une direction différente. Et ainsi que pour vous donner pour preuve aussi, donc je partage aussi cette image. Ce sont du coup des sources officielles du site internet de la fondation de Bill and Melinda Gates. Donc, quand on va dans le site internet de la fondation, à gauche, il y a toutes les rubriques et on peut choisir du coup une rubrique qui s'appelle « Comment est-ce qu'on travaille ? Comment est-ce qu'on procède ?» Et dedans, il y a un petit onglet pour faire des recherches sur toutes les donations et subventions qu'ils ont réalisées. Alors, ce qui est curieux, c'est que on peut que chercher les 1000 dernières subventions et donations.
Par contre, on sait qu'il y en a plus de 8000 qui ont été faites. Et les chiffres sont colossaux. Ce sont des chiffres colossaux. Donc, est-ce que c'est celui-là? Oui. Donc voilà, ça c'est un document juste l'année 2019, les donations que la fondation a faites à la WHO, donc à l'OMS. Donc voilà, dans divers secteurs de l'OMS. Hein. Donc on a 2 millions de dollars, on a 3 millions de dollars, on a 25 millions de dollars en 2019, on a 1 million, donc il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Et j'ai trouvé en tout, il y a 3 ou 4 pages. Je ne vais pas toutes les montrer. Vous pouvez aussi trouver tout ça sur ces documents. Donc, comme je disais, sont pris du site internet de la fondation de Bill and Melinda Gates. Donc voilà, ce sont des documents que vous pouvez tous trouver et lire. Donc voilà. Comme je disais aussi, il y a le grand veto sur les médias. Et on sait tous, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qu'il y a aussi Le Monde qui a reçu environ. Je vais fermer tout ça. Ça fait beaucoup d'images. Le Monde, voilà. Donc, voilà. Donc, Le Monde a reçu entre 2014 et 2019 des donations de la fondation de Bill and Melinda Gates. Donc, les entreprises de médias sont également sous l'influence de l'argent des grandes sociétés de philanthropie. Par exemple, aux États-Unis, la radio publique nationale a reçu 20 millions de dollars de subventions et de Solutions Journalism Network a reçu 4 millions de dollars de subventions de la fondation. Récemment, la société Microsoft de Gates s'est associée à NewsGuard Technologies. C'est une nouvelle société qui évalue les sites web en fait et les publications en ligne pour lutter contre les fake news et la désinformation. La société NewsGuard collabore également avec d'autres sociétés telles que Google, qui détient plus de 90% du marché de la recherche sur Internet. Mais ce n'est pas tout. La fondation réalise aussi des donations et investissements dans les médias en France tels que Le Monde. Donc environ 4 millions de dollars entre 2014 et 2019. Il y a aussi The Guardian, journal d'information britannique fondé en 1821. Ils ont reçu environ 9 millions de dollars l'année 2011, 2016, 2017 et 2018. Il y a aussi un magazine allemand allemand d'investigation qui s'appelle Der Spiegel, qui a reçu 2,5 millions de dollars en 2018. Et la BBC a reçu le jackpot de 53 millions de dollars. Donc ça, c'était un peu pour parler des médias un peu de manière générale. Alors, il y a beaucoup plus de médias. Hein. J'ai pas le temps de tout énumérer. Voilà, mais en tout cas, c'est partout. On voit déjà que ces tentacules, en fait, voilà, il a étendu son réseau et du coup, en fait, il gagne de plus en plus de pouvoir. On sait très bien aussi, on a eu une information qui nous a montré, et c'est source officielle, que en fait, quand la pandémie a été déclarée par l'OMS, en fait, l'OMS au départ ne voulait pas les déclarer la pandémie parce qu'ils s'étaient déjà plantés en 2009 avec la pandémie, 2008 pardon, avec la pandémie de l'H1N1. Et du coup, ils avaient déclaré pandémie. Et quand on compare la manière et le protocole qui a été mis en place, en fait, c'était exactement pareil qu'avec le Covid-19 en Europe et dans le monde. Hein. La seule différence, en fait, c'est qu'ils n'avaient pas confiné les gens. Par contre, voilà, il y avait eu en Europe 1500 personnes qui avaient eu des problèmes de narcolepsie et des maladies complètement incurables après la vaccination pour le H1N1. Donc, et là, pour le Covid-19, donc c'est Bill Gates qui a mis 30 millions de dollars sur la table. Et quelques jours après, la pandémie a été déclarée par l'OMS. Donc, voilà, on se demande aussi jusqu'à quel point vraiment la philanthropie est le but de sa fondation, en fait. Parce qu'il y a récemment aussi une information, c'est que Bill Gates, la fondation Bill Gates, a acheté les actions pour 500 000 actions de Apple. Alors, il y a 3 ou 4 jours, ces actions valaient environ 300 dollars.
Alors, je vous laisse faire le calcul. 500 000 actions à 300 $. Et quelques heures après, l'OMS a déclaré officiellement dans un communiqué qu'il n'y aurait pas de seconde vague. Donc, ils savent parfaitement que maintenant, les gens sortent du confinement, que l'économie va, enfin, entre guillemets, reprendre, parce que je pense que ça va être terrible ce qui va arriver cet hiver. Mais voilà, ils savent que le marché va prendre, notamment les Apple Store ont été fermés pendant plusieurs semaines, voire mois. Donc maintenant, il y a des nouvelles machines qui vont être vendues. Il y a l'iPhone, le nouveau iPhone qui est sur le marché. Il y a le nouveau iPad Pro qui est sur le marché. Donc voilà, ils savent que c'est le moment d'acheter. Bam. Donc, quand on regarde les achats d'actifs et les directives de l'OMS, on se demande s'il n'y a pas un peu quelque chose qui soit au milieu. Donc voilà. Ça, c'est au niveau d'achat, de comment fonctionne un peu donc la trust de la fondation, et ça m'a mise un peu sur les médias de manière un peu générale. Donc, je parle du Monde parce que c'est un journal de référence en France quand même. Pour beaucoup d'étrangers aussi, ça l'est. Donc, pas forcément pour tous les Français, mais en tout cas, à l'étranger, le Monde est vu comme le journal de référence français. Donc, il me semblait important de communiquer ces chiffres par rapport au Monde. Et notamment, pour le Monde, en fait, c'est surtout pour ce qui fait du supplément sur l'Afrique. C'est surtout ça, en fait, qui est, on va dire, sponsorisé par la Fondation. Donc, c'est le supplément sur tout le thème qui porte à l'Afrique du journal Le Monde. Bien, vu qu'on est tous contents et que on va continuer. Je partage un autre graphique aussi que j'ai trouvé sur Internet. Je pense que vous l'avez aussi vu. Et il est très, très précis. Voilà. Donc, à part les médias et l'OMS, il y a, comme je vous disais aussi, il y a l'armement, il y a les perforations minières, pétrolières, il y a la malbouffe. Mais après, il y a tout maintenant, en fait, le but, il ne faut pas oublier que le but de Gates, c'est d'investir dans la santé, on va dire, entre guillemets, dans les vaccins et dans la société, en fait, pour créer un nouvel type de société. Donc, alors que les États-Unis sont confrontés à des pénuries de viande sans précédent, formation en réponse au coronavirus, un programme mondialiste de longue date visant à stopper la consommation de viande est en cours de réalisation. Tyson Foods a récemment mis en garde contre la rupture de la chaîne d'approvisionnement. Et en fait, c'est parce que Bill Gates s'efforce de réduire la production de bétail et a poussé la viande cultivée en laboratoire. Donc, les fermetures ont créé une situation dans laquelle les agriculteurs en nulle part ont envoyé leurs produits et, à leur tour, des millions d'animaux sont abattus. En outre, aussi, des légumes qui devraient normalement se retrouver sur les étagères de magasins pourrissent sur les champs. Et malgré cette réalité, Twitter a annoncé que les discussions sur les pénuries alimentaires seront censurées. Donc, on parle des États-Unis là. Et malgré donc les producteurs de viande cultivée en laboratoire espèrent que l'épidémie du Covid-19 pourrait stimuler l'acceptation du public. Alors que Bill Gates travaillait à la mise en place d'un système d'identification numérique mondial avant la pandémie, il s'efforçait également de réduire la production de viande et de promouvoir la viande cultivée en laboratoire. Dans ce rapport de 2019, il est prévu que la viande cultivée en laboratoire atteigne les rayons des magasins d'ici 2022. Donc, c'est pas dans très loin. Il y a aussi certaines rumeurs qui courent que c'est parce que aussi ils disent voilà, en fait, ça va être les préliminaires un peu des voyages parce qu'ils veulent envoyer des gens dans l'espace. Et que du coup, du fait qu'on pourrait cultiver de la viande en laboratoire, dans les fusées, enfin, blablabli, blablabla, vous voyez bien où ça peut. Alors moi, je ne peux pas prouver ça, mais ce sont entre autres des rumeurs qui courent. Mais que meilleur que le peuple pour tester ces genres d'expériences laboratoires. Donc maintenant aussi, il me semblait important qu'on parle de Gavi. Je ne vais pas trop parler exactement de ce que fait Gavi. Je pense qu'il y a beaucoup de vidéos qui tournent sur Internet qui expliquent Gavi. Chloé a fait une super vidéo sur Gavi. Elle a fait des super travaux. Voilà, vous pouvez trouver sa chaîne YouTube. Par contre, voilà, ce qui est essentiel à se souvenir, c'est que Gavi, l'Alliance pour la commercialisation des vaccins,
c'est que l'OMS et le gouvernement américain sont les partenaires fondateurs de Gavi. L'Alliance pour les vaccins. Voilà, donc en 2020, la fondation Bill et Melinda Gates a fourni 750 millions de dollars de capital d'amorçage pour lancer la création de Gavi. Donc rien que pour lancer. Après, il faut savoir que Gavi a reçu plus un sacré dinéral aussi de monsieur Gates. Je vais vous donner les chiffres. Donc on parle quand même de milliards aussi. Hein. Donc excusez-moi. Voilà, Gavi, c'est 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars de la fondation Gates. Donc, rien que pour la mise en place du capital d'amorçage, c'était 750 millions de dollars, 3 milliards en tout de la fondation Gates pour lancer la création de Gavi. Un partenariat public-privé et un mécanisme de financement multilatéral impliquant l'OMS, les gouvernements, l'industrie des vaccins, la Banque mondiale, les fondations philanthropiques et des groupes de la société civile pour améliorer l'accès aux nouveaux vaccins sous-utilisés pour les enfants vivant dans les pays les plus pauvres du monde. Le 16 octobre 2018, lors du sommet mondial de la santé à Berlin, le docteur Seth Berkley, le PDG de Gavi, a annoncé que 11 dirigeants des principales organisations mondiales de santé et de développement avaient signé un engagement historique pour trouver de nouveaux moyens d'accélérer la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies, créés en 2015. Du coup. La nouvelle initiative de commercialisation des vaccins du plan d'action mondial est coordonnée par l'OMS. Reliant les objectifs de développement durable à la vaccination de toutes les personnes dans le monde, Gavi déclare que, alors je cite, « La vaccination protège les gens contre la pauvreté due à des dépenses élevées. Les vaccins protègent la santé des enfants et soutiennent leur développement cognitif, ce qui permet aux enfants d'avoir de meilleurs résultats à l'école et d'avoir plus de possibilités. Les enfants vaccinés et en bonne santé deviennent une main-d'œuvre productive. » Donc, j'aime bien ce mot main-d'œuvre, là, ça fait quand même réfléchir un peu, et contribuent fortement à l'économie. Et les enfants en bonne santé libèrent le temps des parents pour qu'ils puissent aller travailler. Les vaccins sont essentiels pour renforcer la résilience des populations et atténuer le risque d'épidémies liées au changement climatique. Et la bonne santé est un déterminant essentiel de la paix et du bien-être dans une société. Les systèmes de santé centrés sur les personnes sont des institutions sociales essentielles dans chaque pays et la vaccination est souvent le premier point de contact entre ces systèmes et la population. Donc, si on regarde un petit peu aussi, on va dire, les entreprises qui travaillent ensemble, qui sont partie prenante nous avons ici. Donc ça, c'est tiré de la page internet de Gavi. Donc voilà. Dont idée 2020 aussi, c'est presque pareil. Hein. Ils se retrouvent tous, en fait. On les retrouve tous. Donc, il y a aussi eu le financement à Modena. Et le financement à Moderna, ça a été vraiment aussi considéré comme une catastrophe. Donc voilà, il y a quelques jours, il y a un article qui est sorti. Donc c'est notamment Monsieur Kennedy qui a écrit un article. Et, il disait du coup, en fait, c'était les tests du vaccin contre le coronavirus, parce qu'ils font des tests en ce moment. Mais en fait, ça avait été une catastrophe et que 20% des sujets testés sont gravement blessés par le vaccin Gates-Fauci contre le coronavirus de l'entreprise Moderna. Malgré le joyeux, les résultats des essais cliniques pour son vaccin révolutionnaire Covid ne pourraient pas être bien pires. Le vaccin développé et défendu par Anthony Fauci et financé par Bill Gates a utilisé une technologie expérimentale d'ARN
que les deux hommes espéraient permettre un déploiement rapide pour répondre aux ambitions du président Trump en termes de, comme il avait dit, lightning storms, la vitesse de distorsion, quoi. Donc ça, c'est un article qui sortait à Fortress. Donc, qu'avons-nous encore? Donc, les vaccins, l'OMS, ID 2020, Gavi, les journaux, pour en citer que quelques-uns. La feuille que vous avez vue tout à l'heure, qui est vraiment... on les retrouve tous, toutes les grandes entreprises, le CDC. Alors, il y a aussi de son côté Amazon, avec la fondation de Jeff Bezos. Alors, je crois que ça s'appelle Jeff Bezos Family Foundation, qui aussi contribue largement à mettre des milliards. Alors, Bill Gates, on parle que de lui en ce moment parce qu'il sort partout dans tous les médias. Mais aussi, Jeff Bezos, il est plus riche que Gates. Je pense que ça doit l'embêter un petit peu. Mais voilà, donc Jeff Bezos aussi contribue largement et met beaucoup d'argent avec le même système de trust. C'est un système de financement et de défiscalisation. Voilà. Donc, à part ça aussi, il y a aussi que Bill Gates, depuis 2007, avait fait des investissements dans la géo-ingénierie. Donc, voilà, il y a plusieurs articles qui parlent de ça ouvertement, qui remercient même l'homme le plus riche du monde d'avoir contribué, d'avoir donné des fonds à l'entreprise. Il a donné 4,5 millions de dollars de sa propre poche. Donc là, ça n'a même rien à voir avec la fondation de Bill et Melinda Gates, ça sort de sa poche. Donc il y a plusieurs articles qui parlent. J'ai pris un petit peu des bribes de... Voilà, je vais vous lire juste un petit peu ce que j'ai trouvé sur l'un des articles sur la page c'est le NCBI. Donc, le philanthrope milliardaire Bill Gates soutient un large éventail de recherches sur la géo-ingénierie depuis 2007, a appris Science Insider. L'homme le plus riche du monde a fourni au moins 4,5 millions de dollars de son propre argent sur 3 ans pour l'étude de méthodes qui pourraient modifier la stratosphère afin de refléter l'énergie solaire, de techniques pour filtrer le dioxyde de carbone directement de l'atmosphère et d'éclaircir les nuages océaniques. Mais l'argent de M. Gates n'a financé aucune expérience de terrain impliquant ces techniques, selon Ken Caldeira de la Carnegie Institution for Science Palo Alto en Californie. Alors, cet article, il était un peu ancien, parce que là, effectivement, il y a eu d'autres articles qui sont sortis il y a 2-3 semaines. Il y avait notamment des gens qui se plaignaient d'odeur de pourriture à œufs dans les villes, dans les grosses villes. On voyait aussi que beaucoup d'avions survolaient les villes, quadrillaient le ciel, mais sur les applications de Flight Radar, on ne voyait rien du tout. Où voilà, la plupart des avions étaient posés, où on a même vu du quadrillage assez bizarre, quoi. Donc, c'est encore une autre branche. Donc, la géo-ingénierie, c'est un autre investissement de M. Gates. Après aussi, on trouve du coup un système satellitaire de surveillance mondiale un système qui s'appelle Eye in the Sky. Alors, pour ceux d'entre nous qui ont de plus en plus l'impression qu'il n'y a pas de place sur Terre pour être à l'abri des regards indiscrets, une nouvelle annonce de certains investisseurs technologiques de premier plan semble assurer à l'humanité qu'une surveillance mondiale depuis l'orbite est imminente et bientôt. Alors, petite parenthèse, ça fait très longtemps qu'on a des satellites dans le ciel qui sont capables de voir des photos sur la table, de voir la marque d'un paquet de tabac tout en étant en orbite autour de la Terre. Mais c'est que là, en fait, il y aura une qualité HD, vidéo, à temps réel. Voilà. Vraiment de très, très haute précision. Mercredi, Heathrow, une start-up qui espère fournir des images, donc c'était à l'époque où ils avaient écrit cet article, une start-up qui espère fournir des images satellites et des vidéos en direct et en temps réel grâce à une constellation de satellites en orbite autour de la Terre, a annoncé sa décision de devenir une entreprise commerciale. Parmi les investisseurs figurent Airbus, le groupe SoftBank, Bill Gates et Greg Weiler. Donc, on a aussi l'agriculture. Je vais continuer maintenant avec les OGM. Donc, en fait, il est vraiment, on peut dire là, pour l'instant, un peu partout. Donc, je
son image. Voilà. J'ai choisi une image un peu plus... Voilà. Pourquoi la Fondation Gates investit-elle dans le géant GM Monsanto? Les investissements de la Fondation Bill and Melinda Gates dans Monsanto et Cargill ont fait l'objet de vives critiques. Est-il temps pour la Fondation de dévoiler sa vision de l'agriculture dans les pays en développement? La Fondation Bill and Melinda Gates, qui parraine le site de développement mondial du Guardian, est très critiquée en Afrique et aux États-Unis pour s'être associée non seulement à la célèbre société d'OGM Monsanto, mais aussi aux géants des produits de base de l'agroalimentaire Cargill. Les problèmes ont commencé lorsqu'un site web financier américain a publié le portefeuille d'investissement annuel de la fondation, qui montrait qu'elle avait acheté 500 000 actions de Monsanto pour une valeur environ de 23 millions de dollars. Il s'agit d'une augmentation substantielle au cours des 6 derniers mois, et bien que ce ne soit qu'un petit changement pour Bill et Melinda, cela suffit à faire fuir leurs critiques les plus féroces. Donc, AgraWatch aussi, un projet de la Community Alliance for Global Justice basé à Seattle, a été scandalisé. Monsanto, donc je cite, Monsanto a un passé de mépris flagrant pour les intérêts et le bien-être des petits agriculteurs, jette un sérieux doute sur le lourd financement de la Fondation pour le développement agricole en Afrique. Après, il faut savoir aussi que la situation a empiré. Le Centre africain pour la biosécurité basé en Afrique du Sud a alors découvert que la fondation sociale s'associait à Cargill dans un projet de 10 millions de dollars pour développer la chaîne de valeur du soja au Mozambique et ailleurs. Qui sait ce que ce discours d'entreprise signifie réellement? Mais il annonce, selon toute l'introduction à grande échelle du soja génétiquement modifié en Afrique australe. Jusque-là, mais les deux incidents soulèvent une foule de questions pour la Fondation. Peu de gens doutent que les OGM aient une place en Afrique, un des pays les plus fertiles au monde. Mais M. Gates est-il désespérément naïf en soutenant deux agrogéants des plus agressifs au monde? On connaît tous les procès qu'il y a eu contre Monsanto, les malades, les cancers, les gens qui ont été atteints de cancer par l'utilisation de ces produits. Après tout, le gouvernement et les communautés s'inquiètent réellement du fait que le modèle américain d'agriculture extensive de haute technologie est inapproprié pour la plupart des pays africains et ne devrait pas être imposé aux agriculteurs les plus pauvres au nom de la volonté de nourrir le monde. Donc, c'est là un peu où je disais au début de l'émission, voilà, on a un monsieur qui se dit philanthropiste, qui investit dans une fondation, qui souhaite le bien de l'humanité, en quelque sorte, mais ces investissements, en fait, voilà, on pourrait donner lieu à des conclusions bien différentes que le bien-être de l'humanité. Est-ce qu'il veut devenir président du monde? Beaucoup de questions pourraient naître autour de ces investissements et le message un peu double qui circule, qui fait passer comme un grand génie, un homme super sympa. Il y a un reportage qui a été fait il y a pas longtemps, qui a été d'ailleurs critiqué un peu sur le média, sur YouTube, avec un interview d'ailleurs avec Lionel Astruc, où Bill Gates est vraiment en fait élevé comme un génie, quelqu'un qui va sauver le monde, quelqu'un qui va apporter de la prospérité à nos analystes qui analysent les gestes de Bill Gates quand il parle, ces mouvements. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les mensonges, dans ce genre de choses. Quand on lui a posé des questions sur vraiment est-ce de la philanthropie, est-ce que vraiment vous vous inquiétez pour le monde? Et en fait, M. Gates semble vraiment sincère. Et c'est ça, je dirais, presque le pire, parce qu'il ira jusqu'au bout de son projet. Il va aller jusqu'au bout de ses idées. Lui, il est convaincu de manière... il est vraiment très convaincu que la technologie, les OGM,
faire de l'épandage aérien vont sauver la planète, que les vaccins vont sauver la planète. Donc, on pourrait se demander un peu ce qui se passe dans la tête de M. Gates. C'est très curieux. Après, il y a d'autres entreprises dans lesquelles, en plus, qui financent. C'est Innovio. Innovio, il a reçu récemment une nouvelle subvention de 5 millions de dollars pour accélérer la mise à l'échelle du dispositif d'administration intelligent de son vaccin Covid-19. Et en fait, Innovio, en fait, c'est une entreprise, donc c'est le docteur Joseph Kim, président directeur général d'Innovio. Il a déclaré que Innovio est reconnaissant à la fondation Bill et Melinda Gates pour son investissement continuel un peu dans la plateforme de médicaments à base d'ADN. Donc en fait, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les médicaments à base d'ADN. Donc là, il parlait, je cite, je vais dire, notre équipe d'experts en vaccins travaille 24 heures sur 24 pour faire progresser l'INO 4800 et nous réjouissons d'attirer de nouveaux partenariats pour accélérer son développement afin de répondre à ce besoin urgent de santé mondiale. L'Innovio a pour objectif de fournir 1 million de doses d'INO 4800 et de dispositifs pour soutenir d'ici fin de l'année avec les ressources et les capacités existantes et avec le soutien approprié de ses partenaires financiers. Donc voilà, là on parle d'une entreprise qui fabrique des vaccins avec de l'ADN dedans, à base d'ADN, donc c'est des vaccins à base d'ADN. Donc voilà, avons-nous le recul là-dessus? Est-ce que c'est pas trop tôt pour balancer des vaccins comme ça en courant, comme il s'était passé en 2008-2009 avec le H1N1 que j'avais commenté précédemment? Est-ce qu'on n'est pas en train de vraiment ouvrir la porte et laisser le pouvoir à quelques personnes d'une manière abusée sur notre santé? Donc aussi, après, il y a le DARPA. Donc, c'est la Defense Advanced Research Project Agency. Donc, c'est l'agence de projet de recherche avancée de défense aux États-Unis. Et au ministère aussi pour la défense aux États-Unis. Donc, c'est le DOD, Department of Defense, pour un nouveau vaccin Covid-19 à base de nanotechnologie et d'ADN. Donc, voilà, on a encore une fois, Bill Gates se montre généreux, fait des donations avec une fondation, avec sa fondation, avec le DARPA et notamment donc des vaccins Covid-19. Je disais tout à l'heure l'entreprise Innovio. Donc Innovio, DARPA et le département de justice de défense aux États-Unis. Voilà, ils font comme un petit triangle là de travailler ensemble. Voilà, on est en train de créer de nouveaux et j'imagine entre guillemets que ça va être très excitant pour eux parce qu'ils sont en train de travailler sur des choses que ça fait certes quelques années qu'ils font ça sans que personne n'est au courant, mais maintenant voilà, ils sont sortis à la lumière, la porte s'est refermée devant eux. Ils sont en plein public, ils disent les choses comme elles sont et ils sont là en train de faire leur vaccin avec des nanotechnologies. Ça fait quand même un peu peur. Donc, on dit qu'il ne faut jamais laisser une bonne crise se gâcher. Et il semble que ceux qui tirent les ficelles profitent pleinement de la crise actuelle, alors que de plus en plus de preuves apparaissent contredisant l'histoire officielle qui suggère que cette crise n'est pas un accident. Le fait que Bill Gates se soit associé au ministère de la Défense et à DARPA, qui est la branche du Pentagone chargée des prochains nouveaux types de vaccins, dont la production est précipitée, est pour le moins alarmant. Surtout si on considère que ce nouveau type de vaccin, de ADN, ARN, prendrait normalement 15 à 20 ans pour être mis en place. Alors que celui-ci est mis en place quelques mois et a déjà fait des essais cliniques sur l'homme. Donc, l'objet d'essais cliniques sur l'homme. Donc, l'urgence et le recul des réglementations visant à rationaliser ce nouveau vaccin sont bien sûr justifiés par la crise. Donc, voilà. Après, on a aussi
son investissement, mais monstrueux, dans l'Imperial College, l'Imperial College of London. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu en fait c'était le docteur Ferguson qui avait fait en fait une estimation avec un programme par rapport aux résultats que pourrait avoir l'expansion de ce virus sur la population. Et lorsqu'il s'agit de faire face à une augmentation inattendue des infections et de décès dus au SARS-CoV-2, le virus qui provoque les symptômes de la COVID-19, les responsables politiques fédéraux et les États ont naturellement cherché à s'inspirer des modèles informatiques épidémiologiques concurrents. Le 16 mars, un rapport de 20 pages de l'équipe de Neil Ferguson à l'Imperial College of London a rapidement attiré l'attention de tout ce monde, de tout ce bon monde, et en produisant d'énormes estimations de décès. Le docteur Ferguson avait auparavant publié des estimations de décès presque aussi sensationnelles pour la maladie de la vache folle, la grippe aviaire et la grippe porcine. Le rapport qui avertissait qu'une propagation incontrôlée de la maladie pouvait causer jusqu'à 510 000 décès en Grande-Bretagne. Il a déclenché un changement soudain dans les réactions relativement détendues du gouvernement face au virus. Les responsables américains ont déclaré que le rapport, qui prévoyait jusqu'à 2,2 millions de décès aux États-Unis à la suite d'une telle propagation, a également incité la Maison-Blanche à renforcer les mesures visant à isoler les membres du public. Donc, un mois plus tard, cette estimation de 2,2 millions était toujours utilisée sans révéler la source par le président Trump et les docteurs Fauci et Birx pour laisser entendre jusqu'à que 2 millions de vies avaient été sauvées par les fermetures des entreprises et des États et par les interdictions fédérales de voyager. Et en fait, il y a eu un article très intéressant qui est sorti par une dame qui est un vrai génie, par contre. C'est docteur en informatique. Elle, son travail, c'est de vérifier des codes. Elle a travaillé dans la Silicon Valley pendant des années. Il y a des bons à Silicon Valley aussi. Il faut pas tout généraliser. Et en fait, elle avait fait une analyse et elle avait étudié le code qui avait servi à faire cette prédilection informatique du nombre de contaminés, de morts et tout ça. Et en fait, elle disait dans un article que le code de l'Imperial College, donc de monsieur Ferguson, en fait, c'était un code bourré d'erreurs de quelqu'un qui ne semblait pas maîtriser l'informatique. Et normalement, quand on fait du code, de la programmation d'informatique, il y a une chose c'est une science exacte, mathématique. Si on met si on met un facteur à l'entrée, la sortie, ça sera toujours la même si on met toujours le même facteur. Or, dans ce code, on mettait toujours le même code et il y avait des résultats différents à chaque fois qu'il répétait l'opération. Donc, en fait, elles avaient déjà trouvé des grandes anomalies dans ce code qui avait servi à prédire que 2,2 millions de morts aux États-Unis, les courbes étaient affolantes et tout ça. Et tout le monde a écouté ce monsieur sans regarder plus loin, sans chercher plus loin. Donc voilà, l'Imperial College of London, pourquoi je vous parle de ça, c'est parce qu'il a reçu aussi plus de 280 millions de dollars de la fondation de Bill et Melinda Gates. Voilà. Donc on pourrait se demander, peut-être que Bill Gates aurait dû donner des cours de programmation à M. Ferguson, ça aurait peut-être évité une catastrophe. Alors je dis ça bien sûr en rigolant, hein. Après, il y a aussi un peu le côté cynique de Bill Gates, que moi je trouve que il a dit dans une revue il n'y a pas longtemps, Bill Gates, mon meilleur investissement, a transformé 10 milliards de dollars en 210 milliards de dollars de bénéfices économiques. Et là, il parle simplement du vaccin, de combien ça rapporte le vaccin. Donc là, s'il y a des gens qui nous disent « Ouais, en fait, le vaccin, c'est pas rentable, machin et tout ça », sinon, Gates, il n'investirait pas ses sous là-dedans. Je le dirai tout de suite. L'investissement dans les organisations mondiales de santé visant à accroître l'accès au vaccin
a créé un rapport de 20-1 en termes de bénéfices économiques, a déclaré le milliardaire Bill Gates, cofondateur de Microsoft et philanthrope à la CNBC. Donc, au cours des 2 dernières décennies, la fondation de Bill & Melinda Gates a donné un peu plus de 10 milliards de dollars à 3 groupes principaux. L'Alliance mondiale pour les vaccins, donc c'est Gavi, Global Alliance for Vaccination and Immunization, et les fonds mondiaux de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite. Alors, si on parle un petit peu de la poliomyélite, entre l'année 2001 et l'année 2017, il y avait une campagne de vaccination en Inde. Et en fait, il y a eu 495 000 enfants qui avaient souffert de paralysie et d'autres graves conséquences des vaccins. Et aussi en Afrique, il y avait eu 1058 enfants sur 5048 enfants vaccinés qui avaient souffert de grands traumatismes physiques incurables par ces vaccins-là. Et d'ailleurs, il y a toujours un procès qui court à Bill Gates. Ce qui est intéressant à noter avec cette histoire, c'est que si vous allez sur AFP, l'agence AFP, et faites un fact-check de cette histoire, en fait, ils disent que ça, c'est une fake news, qu'il n'y a pas 495 000 enfants en Inde qui a souffert qui souffrent des conséquences de cette campagne de vaccination, parce que ce qu'on aurait dit dans cet article, c'est qu'en fait, les vaccins étaient infectés avec la poliose, quand en fait, c'était pas comme ça. Mais du coup, en fait, ils disent pas à la fin, ils disent pas vraiment qu'il n'y a pas 495 personnes. Ils disent juste que, en fait, non, les vaccins, ils n'ont pas été infectés, donc en fait, c'est pas possible qu'ils soient malades en quelque sorte. Non, en fait, ils disent pas qu'ils ne sont pas atteints d'un problème. Enfin, c'est difficile de voir parce que je vous recommande de faire vos recherches, vous allez voir, c'est assez incroyable. Donc, ces entreprises aussi, comme on a vu tout à l'heure, elles sont aussi contrôlées par Bill Gates, les fact-checkers. Ils ont aussi utilisé la jeunesse, les Global Shapers. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Donc, Global Shapers, ça parle d'un bon vouloir, mais ils utilisent un peu la jeunesse pour lutter contre les fake news et la vérité aussi sur Internet. Donc, en fait, ce sont des jeunes qui connaissent assez bien les réseaux sociaux, qui sont connectés à Internet, qui connaissent bien leur sujet, et en fait, qu'ils ont été endoctrinés en quelque sorte pour dire, voilà, quand vous voyez des sujets parler de ça, ça, c'est ce qu'il faut dire. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Ça, c'est comme ça qu'il faut les bloquer. Et ce sont des jeunes, en fait. Et ça, c'est l'OMS qui est derrière tout ça. Et l'OMS, donc Bill Gates, maintenant Bill Gates, que les États-Unis ont retiré ses fonds, c'est le premier, c'est celui qui a le plus de pouvoir. Monsieur Tedros Ghebreyesus n'est pas médecin et pourtant c'est le directeur général de l'OMS. On pourrait se poser des questions aussi, qu'est-ce qu'il fait lui en tant que directeur général? On devrait plutôt avoir un médecin super calé. Donc voilà, on voit tous ces investissements, on voit tout ça, il y a quand même beaucoup de questions à se poser. Il est partout, il est vraiment partout. Et ce qui est vraiment en fait des conséquences, c'est que le peuple, du coup, n'est pas du tout représenté. C'est un jeu de milliardaires dans des grandes entreprises que nous, on verra peut-être jamais ça. Aujourd'hui, tout le monde connaît quelqu'un qui était en bonne santé ou qui s'est fait vacciner et n'a plus jamais été en bonne santé. Ces personnes dont la vie est affectée par les accords commerciaux entre les gouvernements, les grandes sociétés pharmaceutiques et les grandes sociétés de philanthropie sont de plus en plus marginalisées dans le processus d'élaboration des politiques publiques par leurs institutions riches et puissantes et de la société qui finance l'industrie mondiale des vaccins qui représente plusieurs milliards de dollars. Un système qui ne se plie pas se brisera. La responsabilité de la crise de confiance dans le système mondial de vaccination repose carrément sur les épaules de ceux qui font fonctionner le système et refusent de reconnaître les souffrances des personnes victimes des vaccins. Là, je parle des vaccins, mais le jeudi dernier, on parlait du système de contrôle des vaccins avec le passeport. C'est le sujet dont on parle le plus un peu en ce moment. Mais il y a aussi la 5G, il y a le contrôle, il y a le ID 2020 et j'ai fouillé un petit peu le sujet et c'est vraiment pas joli. Ça serait peut-être même l'histoire d'un exposé prochain de parler rien que de ID 2020 qui est aussi financé par la fondation Bill & Melinda Gates. Donc voilà,
on en est là. On en est là avec une fondation ultra puissante, la plus grande fondation du monde, des gros systèmes financiers, des grosses sommes d'argent mises sur le terrain, des investissements à tout va dans des secteurs qui sont bien différents, mais si on se met à sa place, à M. Gates, en fait, c'est complètement cohérent pour le personnage. C'est un homme qui a toujours eu de la puissance, il a toujours aimé le pouvoir, il a toujours aimé un peu marcher sur ses adversaires et imposer sa manière de voir le monde. C'est mon point de vue. Après ses recherches, j'ai l'impression que voilà, la même stratégie qu'il a utilisée quand il a été jeune pour écraser Netscape, IBM, Compaq et toutes ces entreprises-là, aujourd'hui, il continue à reproduire parce que c'est le même monsieur, c'est la même personne. Donc, peut-on vraiment parler de philanthropie ou pas plutôt de parler de philanthrocapitalisme et dans ce cas-là, enlever philanthrocapitalisme et garder seulement capitalisme? Quel est le but derrière, le but réel derrière sa fondation? Sauver le monde? Que avons-nous besoin des OGM et des vaccins avec des technologies nanométriques et des vaccins modifiés génétiquement? Avons-nous vraiment besoin de ça pour vivre en paix, pour vivre en pleine santé? Avons-nous besoin d'un contrôle mondial pour que nos enfants puissent recevoir une bonne éducation? Avons-nous besoin de perdre l'argent liquide et de que tout devienne de l'argent en crypto-monnaie? Parce que la crypto-monnaie aussi, Bill Gates est très lourdement investi derrière le projet de la crypto-monnaie. C'est même, il voudrait que le corps humain devienne une mine de crypto-monnaie avec notre énergie. Et ils profiteraient l'implant nanométrique de l'identification biométrique pour faire ce genre de choses. Beaucoup de questions, on peut se poser beaucoup de questions. Je vous laisse à vous faire vos propres conclusions. Le pouvoir d'un seul homme avec sa fondation, c'est aussi un exemple pour dénoncer un petit peu ce qui se passe dans le monde. Le pouvoir aux plus riches, le pouvoir à ceux qui possèdent l'argent, qui ont le langage de l'argent, qui ont toutes les ressources, qui en fait sont avides de pouvoir aussi. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg aussi, il est à fond avec Bill Gates. Jeff Bezos aussi, mais de plus de son côté, lui. Lui, il fait d'autres choses. Il y a Elon Musk aussi qu'on pourrait voir. Donc, voilà, n'est-ce pas la richesse du partage de la réflexion des idées, l'intelligence collective, plutôt que d'être soumis aux volontés d'un seul homme qui contrôle tous les pouvoirs gouvernementaux? Nos institutions sont pourries, ont été contaminées par cette volonté philanthropique, en quelque sorte. On a perdu de l'autonomie et on peut se poser la question, à qui on donne notre argent maintenant? Et ça, c'est quelque chose que on a tous eu des ordinateurs Windows. Hein. Alors, je ne dis pas de boycotter Windows et d'arrêter tout ça, mais en nous, on a tous le pouvoir de qui on donne notre argent, à qui on rend riche. Si on aide nos voisins, si on achète les fruits et légumes aux voisins de panier, si c'est possible, ou si on met tout notre argent à Amazon et à Windows et à Facebook et à YouTube. Moi, je suis un grand consommateur de réseaux sociaux. Je serai le premier que si moi, on m'enlève Twitter, ben, ma vocation de communiquer serait en quelque sorte castrée. Mais est-ce qu'on n'était pas libre avant tous ces médias sociaux? N'étions-nous pas plus libres? Ou est-ce que ces réseaux sociaux, en fait, nous ont fait croire, cette technologie nous a fait croire que si on n'en a plus, on n'est plus libre? Donc, c'était un peu cette pensée qui m'est arrivée quand j'ai finissais un peu ces recherches. Et jeudi prochain, je profite pour faire un peu de publicité pour le programme de jeudi prochain. C'est que jeudi prochain, on aura une experte sur les ondes électromagnétiques. Et Madame Élise Girardi qui va exposer l'électromagnétisme, l'effet des rayonnements électromagnétiques sur le corps humain. Ouais. C'est une femme très intéressante, ultra calée dans son sujet et qui vit, par exemple, sans téléphone portable en siècle 21.
Et c'était ma première question. Madame, experte en ondes On a électromagnétiques, beaucoup son de téléphone mal à portable. t'entendre. Et je lui ai demandé si, du fait de pas de portable, si elle trouvait qu'on a un Ah, ah, On a beaucoup de mal à t'entendre, Sam. la connexion peut-être est. C'est- euh, Ah mince. Votre micro ne D'accord. fonctionne plus correctement, Sam. Mais je vais en Voilà. profiter donc pour D'accord. Je enchaîner. vais faire du coup. Je vais enchaîner sur votre conclusion. Si vous avez fini, si votre micro ne marche plus, je vais enchaîner sur votre conclusion pour donner quelques précisions supplémentaires. D'abord, un grand merci de cette étude qui tout d'un coup me fait voir Bill Gates autrement, parce que je ne me suis jamais vraiment intéressé au personnage. Et ça me permet de l'analyser d'une manière différente et je vais vous en parler. Mais alors, il y a deux sujets que les gens doivent comprendre qui vont expliquer mon raisonnement ensuite. L'un, c'est que vous avez parlé de ces investissements très puissants sur DARPA. Or, il faut savoir que DARPA est une branche de l'armée américaine qui est spécialisée dans le biogénisme, qui est en train d'étudier comment fabriquer des humains avec beaucoup moins de cerveau et beaucoup plus de muscles. Et donc, qui travaille là-dessus et qui travaille sur l'homme transgénique, c'est-à-dire un homme moitié machine, moitié robot, moitié humain, et qui souhaite et qui a pour programme financé par le gouvernement des États-Unis de créer une armée de soldats sans cerveau, qui seront vraiment des machines à tuer, des machines imbattables. Même vous leur tirez 10 balles dans le corps, le mec il court toujours. Ils ont à peine, il reste presque plus d'humanité en eux. Donc ça, c'est le programme commandé par les États-Unis à la société DARPA. Et la société DARPA, c'est vraiment le, comment dirais-je, pour eux, c'est le futur, c'est-à-dire les armées de robots, littéralement, et ils travaillent sur tous ces sujets-là. Donc déjà, c'est un premier point. Deuxième point, vous avez parlé aussi d'un autre sujet de financement qui est Carlyle. Alors, Carlyle, c'est spécial. Oui. Vous connaissez, vous les Français, Carlyle, puisque Carlyle était impliqué dans le scandale de l'imprimerie nationale en France sous Sarkozy. Mais pourquoi? Beaucoup de gens n'ont pas su pourquoi. Eh bien, parce qu'il y avait un contrat comme quoi les deux frères Sarkozy devaient se partager un gâteau. L'un devait prendre la présidence de Carlyle et l'autre la présidence de la France. Et il y a eu un frère qui a été président de la France et du coup, l'autre frère a pris la présidence de Carlyle. Et le président de Carlyle est Sarkozy. Donc, vous retrouvez toujours les mêmes gens. Ensuite, j'ai fait un peu le panel de toutes les autres sociétés que vous avez citées. Et l'histoire de Bill Gates à son origine, il peut faire partie des Illuminati, mais d'une famille secondaire. Parce que les grands, c'est DARPA, c'est Carlyle, c'est Monsanto. Et derrière, c'est Vanguard, c'est Four Horse, c'est ces gens-là, c'est-à-dire en l'occurrence Rothschild, Rockefeller, Warburg, Morgan, etc. Et donc, Bill Gates, c'est un gamin là-dedans. Exactement. Un tout petit, c'est rien. Seulement, pourquoi tout d'un coup, c'est lui qui est en avant? Combien de fois vous avez vu Rothschild en avant, faire des discours, faire des déclarations et tout? Jamais. Rockefeller, c'est très rare. Morgan, jamais. Warburg, jamais. En revanche, Bill Gates, il est mis en avant de tous les côtés, dans le monde entier. Donc, il me fait plutôt l'effet du type qui n'a pas de scrupules, qui a une formation Illuminati de base, donc qui est totalement privé de sentiments, de droiture, de toutes les normes humaines habituelles, mais qui est utilisé. Et il est utilisé soit par chantage, et il n'a pas le choix, il doit faire le truc, soit par bêtise, parce que manifestement, c'est un idiot complet. Et en tant qu'idiot complet, il est parfait de le faire passer pour un génie, il est parfait de l'enrichir au maximum, et il est parfait de se servir de son argent à travers les vrais programmes. Et quels sont ces programmes à l'arrivée? Les chemtrails, qui détruisent toute la nature et toute la vie sur Terre. À part les chemtrails, il y a les OGM. Et les OGM, toutes les études montrent que les gens qui consomment des OGM auront des enfants anormaux. Et aujourd'hui, sur la planète, la quantité d'enfants anormaux est absolument énorme. Donc, on retrouve le Bill Gates dans toutes les affaires les pires de la planète, celles qu'on combat, les Monsanto, les OGM et les chemtrails, dont d'ailleurs on retrouve pour la fabrication des produits chemtrails donc, que vous respirez en permanence, l'aluminium, le barium, les phtalates qui détruisent le système endocrinien et qui stérilisent. Tout cela, vous trouvez derrière ça les grandes compagnies que Bill Gates finance.
Alors, ma conclusion, enfin mon impression à moi, c'est qu'il s'agit vraiment de l'idiot utile mis en avant et qui porte le chapeau de tout pour des gens beaucoup plus puissants au-dessus de lui. Lui, c'est rien. Bon, le hasard a fait qu'il a fait une bonne affaire au départ, qu'il a montré qu'il était capable d'escroquer, qu'il n'avait pas de scrupules, et du coup, ils l'ont mis en avant, ils l'ont poussé, et puis dès qu'il a fait assez de pognon pour être quelqu'un, eh bien, ils sont tombés dessus et l'ont orchestré. Parce que est-ce qu'un homme dans sa vie peut d'un seul coup, connaître toute la stratégie des Illuminati? Et ce n'est pas une stratégie toute simple, c'est une stratégie très profonde. Il y a très peu de gens qui la comprennent complètement, cette stratégie, à savoir aboutir à la finalité, c'est aussi passer par les médias qu'on doit s'acheter. Et donc, il a acheté Le Monde en France, il a acheté l'Allemagne, il a acheté le Portugal, il a acheté l'Angleterre. Tout ce chemin, tout ce cheminement pour avoir l'appui médiatique qui permet de juguler littéralement l'opinion publique et de l'amener à ne penser que d'une seule façon, de l'amener à la pensée unique, et tout ça concentré sur Bill Gates, un homme tout seul, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait toute une structure autour qui le gère, qui l'oriente, qui lui fournit les contacts, etc. Qui connaît DARPA? Regardez parmi vous, et même les spécialistes qui fouillent vraiment et qui connaissent vraiment, qui connaît vraiment le programme DARPA? C'est un programme très complexe, c'est un programme très peu connu et vraiment très spécial, qui joue sur la génétique essentiellement et qui a vraiment des contrats avec l'Amérique, enfin, avec les États-Unis, pour développer l'homme transgénique, l'homme à qui on pourra brancher une clé USB et le faire marcher comme on veut. On en est vraiment réduit à ça, et ça, c'est le programme DARPA. Donc, voilà, moi, ma conclusion, c'est que c'est plutôt l'idiot utile. Parfait. La représentation parfaite. Il sait parler, il a tout ce qu'il faut pour passer bien, il n'a pas de scrupules, il n'a pas d'empathie d'aucune sorte. Alors, il est le modèle idéal à mettre en avant et à se servir de lui. Je le vois plus comme ça que comme lui-même étant celui qui mène le bal. Il est mené de A à Z, j'ai l'impression. Voilà le sentiment qu'il me donne. Grâce à votre exposé et à sa jeunesse et à tout l'ensemble, ça me paraît vraiment ce profil parfait.